Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de notre couverture des élections européennes et après l'EPS, Europe Écologie et le Front National. Je vous propose de suivre le meeting de l'UMP qui s'est tenu hier à Lille. Très bonne journée sur Public Sénat. Nous allons démarrer notre réunion. Alors vous le savez, le principe de nos réunions depuis maintenant le début de cette campagne, c'est de les faire interactives. Et donc, qui est un échange questions-réponses avec la salle, ou des questions qui ont été prises par Internet, pour questionner tel ou tel et lui demander la réponse à une question qui peut nous tracasser. Alors, j'ai le bonheur de faire un petit propos introductif. Et dans ce propos, je voudrais simplement vous donner l'essence de ce qui nous a motivés, de ce qui vous motive, et que je pense nous partageons tous, c'est-à-dire quel est le défi qui nous attend, quelles sont les solutions, quelle est l'Europe que nous voulons, et comment notre famille politique, réunie aujourd'hui, je pense que c'est quand même une réunion formidable, si je me retourne, tout le monde est là, l'UMP, les radicaux, le nouveau centre, la gauche moderne et les progressistes. Et cette pensée que nous avons, elle est confrontée à un triple défi. Nous sommes devant une crise mondiale, qui est une crise économique, qui est une crise environnementale et qui est une crise sécuritaire. Face à ce défi, nos vieilles nations européennes, si glorieuses et encore si vives et encore si fortes, n'ont néanmoins pas l'échelle critique pour répondre face aux grands blocs. Et il est tout à fait clair que l'Europe n'est pas le problème. L'Europe est la solution à l'affrontement que nous avons vers ces crises. Et pour répondre à ces crises, nous voulons effectivement plus d'Europe. Nous voulons une Europe qui nous protège, bien sûr. Mais pour qu'elle nous protège, cette Europe, il faut qu'elle soit plus intégrée, plus forte, qu'elle soit plus compréhensible, qu'elle fonctionne sur un mode que nous comprenions tous. Il faut que cette Europe réponde aussi à un souci de proximité. Je pense qu'il y a souvent une espèce de malentendu, à fonder, pas fondé, depuis la marche en avant de l'Europe. On part des ruines de la guerre et on avance toujours. Même si ce mouvement nous paraît souvent lent, il est temps maintenant, devant l'urgence des crises, de prendre conscience que l'Europe doit avancer beaucoup plus vite, comme elle l'a fait pendant la présidence française, qu'une Europe politique est possible. Et nous avons ce sentiment, nous sommes tous pro-européens. Notre famille est la famille pro-européenne de ces élections. Et pour répondre à la crise financière et économique, nous voulons de la régulation. Nous voulons une économie de marché sociale régulée. Nous voulons que nos entreprises soient protégées et dynamisées. Nous voulons que dans la grande compétition économique, la coopération européenne, l'intégration de la recherche soient effectivement des éléments moteurs. Mais nous avons besoin aussi de nous protéger. Et l'euro-préférence n'est pas un gros mot. Voilà ce que nous disons. Nous devons avoir des éléments pour rentrer effectivement dans la concurrence mondiale, mais y rentrer dans une concurrence qui soit une concurrence loyale. Le dumping social, le dumping environnemental, le dumping monétaire ne sont évidemment pas des conditions acceptables. Cette Europe, elle doit être vive, elle doit être réactive, mais elle doit être aussi munie des outils qui lui permettent de se défendre. Nous voulons conserver notre politique agricole, si importante pour notre pays, mais si importante pour les consommateurs. Nous voulons défendre nos pêcheurs. Nous voulons que nos grands champions européens, bien sûr, continuent à tenir le haut de la scène mondiale. Et il y a des succès formidables à l'Europe, comme EADS, comme Arianespace. Nous avons des champions dans le monde environnemental. Mais qu'au-delà d'eux et avec eux, les petites entreprises, les PME aient un statut européen, que les artisans puissent être pris en compte dans le Small Business Act, excusez-moi cet horrible anglicisme. Voilà ce qu'il faut demander à l'Europe. Il faut demander à l'Europe qu'elle nous dynamise et il faut lui demander qu'elle nous défende en même temps. Pour le problème du défi environnemental qui nous est posé, c'est bien l'Europe qui a été, après le Grenelle français et dans la présidence française, avec le paquet énergie-climat, coucou Jean-Louis, oui, il est là derrière, qui a été porté le message à la fois de l'urgence mais des mesures. Et ces mesures qui sont des mesures très en avance, nous devons maintenant, par l'Europe, les porter au niveau du monde. Copenhague sera un moment extrêmement important.
Et non seulement nous devons faire face à l'augmentation des gaz à effet de serre, au réchauffement climatique, au tarissement des ressources naturelles, et notamment de l'énergie, nous devons augmenter nos performances énergétiques, nous devons aller vers des énergies renouvelables, et nous ne pouvons le faire qu'en coopération européenne, et nous ne pouvons imposer nos idées au monde qu'à travers l'Europe. Eh bien, ça n'est pas une charge, c'est une chance. En effet, ce développement est un nouveau développement. Ce développement environnemental, en Europe, nous sommes forts pour cela. Et c'est une chance vis-à-vis du monde que nous portions cette nouvelle économie. Et puis enfin, il nous faut aussi une Europe sûre. Il est normal que nos concitoyens demandent de vivre dans des frontières en paix. Nous sommes en paix à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le plus beau cadeau que l'Europe nous ait fait depuis 60 ans, mais le monde autour de nous n'est pas sécuritaire. Nous devons aller vers une politique européenne de défense. Nous devons intégrer nos industries d'armement et nos technologies afin de les faire progresser et de faire d'ailleurs des économies d'échelle. Nous devons développer nos coopérations avec d'autres organisations internationales, mais ces frontières-là, elles doivent être connues et défendues. La sécurité a un prix, et l'histoire montre qu'il ne faut pas l'oublier. Et de quelles frontières parle-t-on? Eh bien, on parle des frontières actuelles. Nous ne pensons pas qu'il est possible d'avoir plus d'Europe en l'étendant à mesure comme un libre marché. Nous pensons qu'au contraire, l'Europe doit rester dans ses frontières actuelles et qu'il n'y a pas de place pour la Turquie, qu'il n'y a pas de place pour l'Ukraine chez nous. Ce qui n'est pas un rejet. Ouvrir un livre d'histoire ou un livre de géographie nous enseigne qu'il y a des limites. Nous pensons qu'il y a deux conceptions de l'Europe. Il y a une conception marchande et libre échangiste qui vise à une expansion du marché sans limite, avec d'ailleurs les excès de l'ultralibéralisme que nous rejetons également. Et il y a un projet politique européen, avec une identité européenne, avec des valeurs européennes et avec des intérêts européens. Et c'est ce projet-là que nous portons. Et ce projet-là ne se conçoit que dans les frontières que nous connaissons maintenant. Voilà pourquoi ces frontières doivent être arrêtées là où elles sont maintenant. Et pour la sûreté de nos concitoyens, ces frontières doivent être gardées. Le pacte de l'immigration et de l'asile, qui, sans renoncer aux valeurs qui font l'idéal humanitaire de l'Europe, permettra d'avoir à la fois des frontières qui ne soient plus des passoires, un espace de Schengen qui soit partagé, une politique de l'immigration choisie, une politique des régularisations et une politique du droit d'asile, qui souligne aussi la nécessité d'une coopération généreuse avec les pays qui sont de migration, c'est-à-dire les pays du Sud essentiellement, de façon à ce que l'on concourt à leur développement, et ceci dans le respect et les intérêts réciproques. Et puis pour finir, c'est aussi l'Europe des jeunes, c'est l'Europe de la circulation des jeunes, c'est l'Europe de la culture, c'est l'Europe du sentiment européen, et tout ce qui fait qu'au-delà de cette Europe, nous nous sentons finalement européens quand nous ne sommes plus en Europe. Tout ce qui fait que quand nous circulons maintenant et librement dans cet espace européen, nous nous sentons de plus en plus chez nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vous ferai pas la critique des programmes de nos adversaires pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de programme. Merci. Madame Le Pen veut revenir aux frontières d'avant la guerre de 40, avec les effets que nous savons. Nos amis souverainistes ont une nostalgie qui nous rappelle la marine à voile, alors on les regarde avec un peu quand même, avec un peu de sympathie attristée, mais comme disait le général, la splendeur des équipages ou la douceur de la lampe à huile ne sont plus tellement d'époque. Et puis, nos amis socialistes avaient commencé d'abord en disant « Notre programme, c'est Stop Sarkozy ». On a dit « Mais Monsieur Sarkozy est président de la République française, mais il ne se présente pas aux élections européennes ». Alors, ils ont changé maintenant, et ils sont pour l'Europe sociale, sauf que les politiques sociales dépendent des États et pas de l'Europe, et que si on intégrait les politiques sociales à l'Europe, puisque vous savez que l'harmonisation européenne, si on la faisait maintenant, elle se fait, c'est un débat. Si on est à 27, alors chacun apporte un peu en plus ou en moins. Eh bien, si j'écoute les propositions socialistes, le programme socialiste à l'Europe, c'est disparition du SMIC, retraite à 65 ans, ce serait à peu près à ce niveau-là que ça se passerait, indemnisation chômage 6 mois 50%, plus d'indemnisation après, suppression de la CMU, j'en passe, et des meilleurs. Parce que c'est ça l'harmonisation sociale de l'Europe maintenant. Il faudra du temps pour monter
les critères sociaux de l'Europe. Et nous le souhaitons. Nous souhaitons cette harmonisation, mais elle prendra du temps. Et en attendant, bien entendu, il n'y a pas de programme social européen. Donc, d'abord, ils n'avaient pas de programme, et maintenant, ils ont un faux programme. Donc, c'est quand même un comble. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Nous avons des convictions, nous avons un amour de l'Europe, nous avons un programme, nous avons des réponses raisonnées et raisonnables. Nous les proposons aux Français, nous leur disons, et je vous dis, à vous, dites-le aux autres, touchez tout le monde, ces 7, 8, 10 jours qui viennent sont absolument importants. Si chacun d'entre vous, je n'en doute pas, arrive à en convaincre 10, ça fera quand même beaucoup. Et si ces 10-là en convainquent d'autres, ce sera encore mieux. L'effet démultiplicateur, on l'attend de vous, et c'est pour ça que je dis tout à l'heure que vous étiez notre équipe de campagne. Voilà, nous irons tous le 7 juin voter. Nous savons pourquoi nous votons. Nous savons avec quel amour pour cette Europe nous votons. Et nous le faisons pour nous et nous le faisons pour nos enfants. Dans 5 ans, il sera trop tard. On va commencer tout de suite par une première question à l'un de nos ministres présents. C'est à Jean-Marie Bockel que je vais m'adresser. Je vais vous demander la première question qui nous a été posée par les internautes. Concernant le secteur automobile, on a beaucoup entendu que les mesures de soutien du gouvernement viendraient surtout grossir les bénéfices des grandes entreprises et seraient sans gain réel pour l'emploi et les salaires. Qu'en est-il réellement? Eh bien, chers amis, moi-même je suis très concerné par cette question, étant le maire d'une ville où il y a une industrie automobile. Et je sais d'ailleurs quelle a été en son temps la pugnacité de Jean-Louis pour réussir des implantations qui sont tout de même à la base de l'emploi dans nos régions concernées par l'automobile, mais aussi dans toute la France. Un emploi industriel sur 10, c'est la filière automobile. Alors quand, de par la crise, en cette fin d'année, en ce début d'année, nous avons été confrontés très sérieusement à des risques de fermeture, de délocalisation, imaginez un instant ce qu'aurait dit Lionel Jospin. Ah ben, on peut rien faire. C'est pas de notre compétence. Là, on a vu aussi ce qu'a été le volontarisme de Nicolas Sarkozy. D'abord, au niveau français, ce grand rendez-vous début 2009 avec l'ensemble de la filière automobile, avec les partenaires sociaux, pour trouver des solutions. Ça a été également un effet d'entraînement avec nos partenaires européens, dont beaucoup sont concernés par cette filière automobile. Et au fond, ce qui est important dans la période actuelle, c'est que ces entreprises tiennent bon. C'est sûr qu'on n'en est pas encore sorti, mais déjà il y a des frémissements et en tout cas, l'avenir reste possible pour cette filière tellement importante. C'est aussi l'occasion de poursuivre non seulement la réflexion, mais des propositions pour la voiture propre, pour le véhicule de demain. Et naturellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une des fiertés de la majorité présidentielle, du gouvernement, que d'avoir engagé cette démarche. Alors je vais vous le dire d'un mot. Après, je vais poursuivre ma campagne en Alsace et dans le Grand Est, où nous sommes également très engagés. En tant que président de la gauche moderne, je voudrais dire que nous sommes un certain nombre, un peu partout en France, d'hommes et de femmes qui ont une sensibilité de gauche. Il y en a dans cette région, mais qui ne s'y retrouvent plus. Dominique, tu l'as dit, avec le programme ou l'absence de programme du Parti socialiste, avec ses contradictions, avec son œil dans le rétroviseur, avec son absence de propositions concrètes. Vraiment, on ne s'y retrouve plus. Par contre, aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui, longtemps, ont voté pour le Parti socialiste, pour la gauche, eh bien, le programme social, les propositions concrètes pour améliorer leur vie sans casser l'économie. Au fond, on pourrait parler d'un certain patriotisme industriel européen qui était celui des pères fondateurs. Eh bien, c'est avec le mouvement populaire et les radicaux, c'est avec le nouveau centre au sein de la majorité présidentielle, autour de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, que nous le retrouvons. C'est aussi ça, dans les jours qui viennent, le message à faire passer à ceux qui hésitent encore, à ceux qui ne peuvent plus, qui ne veulent plus voter pour un parti socialiste qui a trahi ses idéaux et qui pensent qu'aujourd'hui, et qui penseront de plus en plus qu'aujourd'hui, c'est au sein de la majorité présidentielle qu'ils pourront faire évoluer ces idéaux, cette réforme juste, cette Europe sociale. C'est nous qui la portons, c'est nos propositions. Merci.
va rester sur une question pour un ministre issu de notre grande région. Ils sont nombreux ce soir. Cette fois-ci, c'est peut-être le plus nordiste de cette grande région et certainement le plus populaire du gouvernement, puisque cette question s'adresse à Jean-Louis Borloo. Monsieur le ministre, chacun est aujourd'hui conscient de la nécessité de préserver l'environnement. Comment mettre en place une économie qui concilierait les impératifs de croissance avec ceux du développement durable? Ce qui est emmerdant, c'est quand vous applaudissez qui pose la question qu'on m'a pas donnée avant. Je m'y perds. Je voulais vérifier quand même. Donc, moi, je veux dire deux choses simples. La première, c'est vrai que je vais partir à Nairobi. Et je veux dire pourquoi, je vous le dis. Parce que tous les Africains se réunissent demain pour décider ce qu'ils vont faire à Copenhague dans 4 mois. Vous savez, ce grand projet mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sans lequel les jeunes peuples aujourd'hui, quand ils auront 10 ans de plus, c'est demain 10 ans, de toute façon la planète aura 2 degrés de plus. La question c'est de savoir si on va vers 4, 5 ou 6, c'est-à-dire un problème absolument vital. Les Africains se réunissent demain, ils n'ont invité qu'un non-africain. C'est le représentant de la France. C'est le représentant de la France. Pourquoi? Pour une raison assez simple. L'Afrique est victime. Le reste du monde, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, il faut retenir 3-4 chiffres simples. Chaque Américain émet 24 tonnes par habitant et par an. 24. L'Europe 12. La France 9. La Chine 3. L'Inde moins de 1. Et l'Afrique quelques centaines de grammes. L'enjeu est le suivant. Il n'y aura plus de vie sur la planète si on ne converge pas à 2 tonnes. 24 tonnes, 2 tonnes. 12 tonnes, 2 tonnes. 9 tonnes, 2 tonnes. Or, dans ce combat qui va modifier radicalement nos modes de production et de consommation, dans ce combat-là, la France est l'absolu leader. La France a voté, pris des engagements, pris des mesures qui garantissent d'ores et déjà 1/4 de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. 1/4, c'est le plus gros score européen. Et c'est parce que la France l'a fait qu'elle a pu, avec ses parlementaires européens, sous l'autorité du président, faire un truc auquel personne ne croyait, mettre en accord, avec des règles contraignantes, obligatoires, sous contrôle de la Cour de justice européenne, 27 pays, aux histoires industrielles et énergétiques si différentes, que la Pologne et la Grande-Bretagne, que le Danemark et la France, que l'Italie et l'Allemagne. On se rend compte maintenant dans cette négociation de Copenhague à quel point cette idée était folle. Comment un bloc de pays s'engage pour les générations futures à ce point. Et au fond, pourquoi l'Europe l'a fait? Elle l'a fait pour les raisons de solidarité de génération, évidemment. Mais elle l'a fait pour une deuxième raison, beaucoup plus simple, qui répond à la question. C'est que, évidemment, c'est prendre un tour d'avance dans la compétitivité. C'est que, évidemment, quand on y réfléchit bien, c'est pas un fardeau, c'est une opportunité économique. Évidemment, entre des pays qui construiront des voitures qui font 20 litres au 100 et des voitures décarbonées, entre des usines thermiques polluantes et d'autres qui ne le seront pas, entre de l'efficacité énergique et pas d'efficacité énergique, à votre avis, qui gagne la bataille de la compétitivité? Évidemment que l'emploi de demain, il est dans les technologies propres et pas dans les technologies du XXe siècle. Évidemment que l'emploi de demain, il est sur une capacité de croissance en réduisant nos prélèvements sur la planète. Que disait le Chinois l'autre jour à Paris, il y a 48 heures, 72 heures? Et tu sais, Jean-Louis, à Copenhague, numéro 2 du gouvernement chinois. Copenhague ou pas, nous, de toute façon, on va faire, parce que c'est vital à court terme pour nous. Et c'est stratégiquement, compétitivement nécessaire de manière absolue. Alors, pour en revenir à ce débat-là, la France a pris ce virage. Et c'est parce que la France l'a pris qu'elle a pu embarquer l'Europe. Et l'Europe est la masse critique minimale pour discuter avec les Américains et les Chinois.
c'est pas un pays tout seul, c'est pas l'Allemagne toute seule, c'est pas l'Italie tout seul, c'est pas la France toute seule. C'est l'ensemble de l'Europe qui a la masse critique. 450 millions d'Européens peuvent parler avec 900 millions d'Africains demain. Ça fait 1,5 milliard de personnes. Et c'est ces Européens qui peuvent dire aux Américains, t'es à 24 tonnes, mais il va falloir que tu fasses beaucoup plus. Nous, on va faire 20-30% de réduction. Il va falloir que tu fasses 30% et non pas 4-5% comme tu nous le dis en ce moment. Et à défaut de quoi, c'est vrai qu'on mettra en place les taxes carbone ou les taxes d'ajustement aux frontières. Mais c'est notre capacité à dire aux Chinois, à 450 millions, de parler réellement avec les Chinois. Vu de Pékin, sinon, Paris est une belle ville. Mais nous sommes un pays de taille moyenne. Il se trouve qu'on a... Et moi, je vous garantis une chose. Dans 10 ans, dans 20 ans, Benjamin, quand tu seras, j'en suis sûr, aux commandes de ce pays avec toi ou d'autres ou tes équipes, vous vous retournerez sur cette campagne européenne-là. Parce que pour jouer cette bataille mondiale, nous, on a besoin d'alliés de confiance au Parlement européen. Voilà. On a besoin de ces alliés. On a besoin d'amis. Parce que les coups sont tactiques. Parce qu'il y a des inquiétudes. On a besoin d'être en confiance. Donc, puisqu'on assume les responsabilités aujourd'hui, puisqu'on a un président qui a dans ce domaine-là fait des choses extraordinaires, ben on a besoin de vous, on a besoin qu'ils soient nombreux, proches de nous, avec nous, en toute confiance. Et puis, un dernier mot simplement, n'écoutez pas ceux qui vous disent que cette campagne est nulle. C'est les nuls qui disent ça. C'est juste parce qu'il n'y a pas de boule puante. Mais c'est des âneries. C'est ceux qui veulent réduire la vie politique à des insultes ou à des injures. C'est une campagne qui fait appel à l'intelligence, mais en même temps ici qui fait appel au cœur, parce que nous sommes la première génération de l'histoire de l'humanité, la première qui peut avoir un futur extraordinaire ou être dans l'irresponsabilité la plus totale et un égoïsme criminel. Nous sommes la première génération qui devons faire de la politique, non pas pour notre génération, mais pour celle qui va nous suivre. Nous devons faire l'Europe des enfants et des petits-enfants. Et un dernier mot simplement pour vous dire que moi je les aime. Dominique, je le connais depuis 20 ans. Putain, on en a fait des trucs. Croyez-moi. Eh ben, je peux vous dire, vous pourrez toujours compter sur lui. Tokia, vous pourrez toujours compter sur lui. Ils rendront des comptes. Tous ceux qui sont là, je les aime et sur elle. Et un dernier mot. Si j'avais eu l'impression de m'être trompé de salle, je remercie à Marc Philippe de m'avoir rappelé Cafouniette. Salut. Merci Jean-Louis, merci beaucoup. Maintenant, je vais avoir une question pour le plus européen de tous nos ministres, le leader de cette campagne, Michel Barnier. Vous êtes le rédacteur du projet de la majorité présidentielle pour ces élections européennes. Ma question sera simple. Il y a une multitude de listes. Pourquoi la nôtre est différente des autres? Bien. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. D'abord, vous me permettrez de vous dire d'abord la très grande fierté qui est la mienne depuis quelques semaines, quelques mois, aux côtés de Xavier Bertrand, d'animer des équipes formidables pour cette campagne européenne, qui n'est jamais facile. Et je le dis, Dominique, à Tokia, à Jean-Paul, à Pascal, à toute l'équipe qui est ici et qui est à l'image des 8 équipes que nous animons avec Xavier Bertrand en France métropolitaine et outre-mer. Et sur ces équipes, je veux le dire en passant, il y a des gens très différents, qui ne viennent pas du même endroit. Certains viennent de la gauche, vous les avez entendus, du centre, du Parti radical aussi. Il y en a qui ont voté oui, d'autres qui ont voté non, comme sans doute, chers amis, une partie d'entre vous ont pu voter oui et voter non. Il y a aussi beaucoup de jeunes, Benjamin, et j'y ai tenu avec Xavier Bertrand. Enfin, je suis très fier de participer, d'animer à cette campagne. Très fier aussi, je le dis en passant, vous me demandiez la différence avec les autres listes. Il y en a une différence. C'est que le seul programme, le seul projet de toutes les autres listes, c'est de critiquer Sarkozy. Et nous sommes avec lui. Voilà. Nous sommes avec lui. Et on va pas s'excuser d'être avec lui, parce qu'il a fait la preuve sur le sujet de l'Europe, en particulier, qu'on pouvait faire bouger les choses, qu'on pouvait ne pas demander la permission,
qu'on pouvait changer l'Europe. Et nous allons continuer au Parlement à l'accompagner pour ce changement. Il y a quelques années, j'ai eu la chance et l'honneur d'être, comme Bruno, ministre des Affaires européennes. Et à l'époque, j'avais eu la témérité de vouloir lancer un peu ce qui tu fais aujourd'hui, un dialogue national pour l'Europe. Et d'aller chaque semaine parler avec les Français, de toutes opinions, de ces questions européennes. Jacques Vernier s'en souvient à l'époque. Et il y a un ministre du gouvernement très important, qui était beaucoup plus important que moi, qui à l'époque m'a dit, mon pauvre ami, avec un peu de condescendance, l'Europe, tu vas perdre ton temps, l'Europe c'est trop compliqué pour qu'on en parle avec les gens. Voilà. Et voilà comment petit à petit il y a eu cette divergence. Pourquoi il y a eu cette divergence? Moi je ne crois pas. Je crois que le peuple est intelligent. Je pense que le peuple, même quand il dit non, pose de vraies questions et demande des réponses simples aussi. Alors il y a 2 ou 3 questions que je voudrais, pour vous aider dans les quelques jours qui restent à convaincre autour de vous, poser et traiter. La première, est-ce que c'est compliqué l'Europe? Oui, c'est compliqué. Chers amis, ce que nous faisons depuis 50 ans, en n'oubliant pas les pères fondateurs, Schuman, Monnet, De Gaulle et d'autres, ça n'a jamais été fait dans l'histoire, sauf par des empires et par la force. Et ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part, dans aucune région du monde. 27 nations n'ont réussi, comme nous le faisons, à se mutualiser. J'aime bien le mot de mutualité, c'est un mot important ici dans cette région. Mutualiser, ça veut dire qu'on ne se fusionne pas. On ne cherche pas à faire un peuple européen, ce n'est pas vrai, on ne cherche pas à faire une nation européenne. Nous sommes 27 nations, chacune a sa langue, chacune a sa différence, sa culture, son histoire, et nous tenons à notre différence, nous Français comme les autres. Alors donc c'est un peu compliqué de faire fonctionner tout ça. Toi qui as expliqué tout à l'heure comment ça fonctionnait, mais cette complexité-là, elle est le prix à payer pour qu'on ne soit pas tous pareils. Et nous cherchons à bâtir une Europe unie, c'est pas la même chose qu'une Europe uniforme. La deuxième question, c'est pourquoi il y a tant de bureaucratie? Alors je pourrais répondre qu'il y a moins de bureaucrates à Bruxelles qu'il y en a dans la ville de Paris, ce qui est vrai. Mais moi je vous dis une autre chose, et je vous le dis comme quelqu'un qui a été en charge des politiques structurelles, hein, dont vous parliez tout à l'heure, Valérie et Jean-Louis, qui ont beaucoup aidé utilement le Nord-Pas-de-Calais. Chers amis, à Bruxelles comme à Paris, je vous le dis, quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et donc, ce que nous voulons faire avec Nicolas Sarkozy, c'est remettre la politique, remettre de la volonté politique, de remettre de la démocratie dans le système. Et je vous le dis ça parce que ça vous concerne aussi. Il n'y a pas que le chef de l'État, il n'y a pas que les députés européens ou les ministres. Chaque citoyen est nécessaire, parce que chaque citoyen, chacun et chacune d'entre vous, a dans sa main le bulletin de vote qui lui donne un pouvoir pour remettre de la politique dans le système. Il y a une troisième question. Dans la crise où nous sommes, qui touche tant de gens ici comme partout, qui bouscule toutes les économies. On sait bien que cette crise, elle vient pas de Bruxelles, elle vient des États-Unis et elle touche le monde entier. Comment on s'en sort? Comment on résiste? Est-ce que c'est chacun chez soi, chacun pour soi? Évidemment non. Ça c'est une question simple. On résistera, on s'en sortira en étant ensemble, en ayant une masse critique suffisamment forte pour résister et pour préserver ou reconstruire des protections, préserver ou construire de nouvelles politiques. Je dis préserver la politique agricole commune, la politique de la pêche. Évidemment, moi je n'accepterai jamais, ni comme ministre de l'Agriculture et de la Pêche, ni comme député européen, la loi du marché, quand on parle de l'alimentation, et le lait, la pêche, les fruits et légumes, la viande, on ne parle pas de voitures ou d'ordinateurs. On parle de l'alimentation, de la sécurité sanitaire. Et ça ne peut pas être livré à la loi du marché, qui est la seule loi du moins-disant social et environnemental. Il faut des règles, il faut des politiques communes, il faut des budgets. Et peut-être, comme l'a dit Eric, de nouveaux budgets et de nouvelles politiques dans les domaines de la croissance de demain, comme l'industrie. Et faire ce qu'on a fait pour la PAC, le faire pour l'industrie, l'énergie, la recherche et la nouvelle croissance. Donc on va s'en sortir parce qu'on est ensemble. Et je crois que c'est une idée très simple et très juste dans le monde d'aujourd'hui. La dernière question que je voulais poser devant vous, et posez-la autour de vous. Dans 20 ans, Benjamin, c'est ton temps un peu plus que le nôtre. Imaginez une table ronde autour de laquelle se trouvent ceux qui vont diriger le monde, ceux qui vont organiser l'ordre ou le désordre du monde dans 20 ans. Qui est-ce qui est autour de cette table? Qui est autour de la table? Le président des États-Unis est là.
Il est déjà depuis longtemps à la table et même quelquefois il voulait rester tout seul. Il ne sera pas tout seul à la table. Il y a le président chinois qui est là, la deuxième puissance militaire et économique du monde dans 20 ans. Le président indien est là, qui aura en Inde plus d'habitants que la Chine dans 25 ans. Le président du Brésil est là, le président russe est là, peut-être le président de l'Indonésie est là. Aucun pays européen n'est à cette table tout seul. Aucun. Alors, chers amis, la question est très simple pour le 7 juin, puisqu'il s'agit de ça aussi. Où on veut être à cette table, et on y est en tant qu'Union européenne, on discute entre nous avant, à Bruxelles et à Strasbourg, de ce qu'on dit aux autres. Et on doit en discuter franchement, clairement, et même si on s'engueule de temps en temps, on discute entre nous. Mais après, on parle d'une seule voix, comme l'a fait Nicolas Sarkozy pendant la présidence française. Et on est à la table, on n'est pas derrière la table. On est acteur, on n'est pas spectateur de notre propre avenir, de notre propre destin. Voilà la question du 7 juin. Moi, je me suis engagé, je le dis quelquefois, vous me permettrez de terminer par une note plus personnelle, je me suis engagé quand j'avais 14 ou 15 ans, j'étais lycéen, en Savoie, et j'ai vu le général de Gaulle, je peux bien le dire ici à Lille, accueillir sur le perron de l'Élysée le chancelier Adenauer. Et j'ai cette photo avec moi dans mon bureau depuis que j'ai 14 ans. Elle m'accompagne partout. Le regard de ces deux hommes est incroyable de respect mutuel et réciproque. Ils ont dit on va se réconcilier. Il y avait de quoi, puisque ça faisait 3 guerres qu'on se faisait. Victor Hugo disait que les guerres entre Européens, c'était comme des guerres civiles. Mais on va construire l'Europe. Et j'ai retrouvé le même regard, la même complicité. L'autre jour, avec Xavier Bertrand, nous étions à Berlin, où Angela Merkel a accueilli Nicolas Sarkozy. Chers amis, depuis ce moment-là, depuis le moment où je suis devenu gaulliste et européen, patriote et européen, je n'ai pas cessé de l'être. Je me suis dit que jamais j'accepterai que mon pays soit spectateur. Jamais. Eh bien, nous avons la possibilité ensemble, en étant le plus nombreux possible au Parlement, aux côtés du président de la République, de faire que la France et l'Europe restent des acteurs dans le monde, pour notre progrès et pour le progrès du monde. Voilà, merci à tous. Merci Michel Barnier, merci de votre réponse. Merci à tous nos intervenants qui ont fait des réponses très complètes. J'aurais une dernière question que je voudrais poser, peut-être la plus importante. Aussi, je vais la poser à notre chef, au chef de l'UMP, Xavier Bertrand. Nicolas Sarkozy a dénoncé l'Europe de l'impuissance à de nombreuses reprises. Alors que nous sommes en pleine crise, le scrutin du 7 juin peut-il réellement changer la donne ? Les enjeux de son scrutin sont-ils bien compris et bien relayés ? Et, question purement politique, vos pronostics pour le 7 ? Bien sûr que le scrutin du 7 juin peut changer la donne. Et ce n'est pas seulement ma conviction, je pense que c'est la vôtre, parce que si vous êtes ici ce soir plus d'1 millier, c'est parce que vous symbolisez aussi le retour de la politique en Europe. Et le retour de la politique dans ces élections européennes. Voilà ce que veut dire votre présence ce soir. Et vous savez ce que vous avez envie de revivre ? Vous avez envie de revivre la même chose qu'avec la présidence française de l'Union européenne quand Nicolas Sarkozy était le président de l'Union européenne. Voilà aussi ce que vous avez envie de revoir et de revivre avec ces élections européennes. Parce qu'à ce moment précis, on a compris que l'Europe était incarnée. À ce moment précis, nous avons vu qu'on avait besoin en Europe d'un leadership politique et qu'on avait besoin d'un leader en politique, d'un leader en Europe qui n'hésitait pas à bousculer les choses, qui n'hésitait pas parfois à sortir des sentiers battus. Celui qui d'ailleurs n'a pas hésité à réunir l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement pour éviter la catastrophe financière sans précédent qui nous guettait. Rappelez-vous, n'ayons pas la mémoire courte. En septembre, on était à 2 doigts de l'arrêt complet du système financier. Mais quand Nicolas Sarkozy a voulu réunir les chefs d'État et de gouvernement, qu'est-ce qu'on lui a dit ? Non, vous n'avez pas le droit. Parce que normalement, on ne réunit que les ministres de l'économie et des finances, pas les chefs d'État. C'est important, les ministres de l'économie et des finances. Mais quand il faut prendre une décision en urgence, vous ne pouvez pas vous permettre de réunir les ministres de l'économie et des finances qui ensuite rentrent chez eux, qui rendent compte aux chefs d'État et de gouvernement, qui les renvoient en réunion pour prendre des décisions. Dans ces cas-là, c'est trop tard. Oui, il fallait un chef politique qui n'hésite pas à bousculer l'Europe pour faire réussir l'Europe. Et voilà ce que nous allons demander à nos députés européens.
Ça a été la même chose avec la crise en Géorgie. Ne l'oublions pas, n'ayons pas la mémoire courte. Un conflit sans précédent aux frontières, aux limites de l'Europe, entre la Russie et entre la Géorgie. Et à ce moment précis, il fallait aussi un leader politique, un président de l'Europe, qui n'hésite pas à bousculer les choses, qui n'attendent pas qu'on réunisse tous les chefs d'État et de gouvernement à un moment, le mois d'août, où c'est pas toujours très simple pour certains. Lui, il y est allé aussitôt, il a bousculé l'Europe, c'est comme ça que l'Europe s'est imposée sur la scène internationale. Voilà aussi ce que nous attendons de nos députés européens. Alors dans cette élection, nous avançons dans cette campagne confiants parce que nous avons le sentiment que le choix stratégique qui a été le nôtre a été un choix déterminant et aussi un choix payant. Nous avons voulu symboliser le retour de la politique en Europe parce que certains ici n'ont pas toujours voté pareil et n'ont pas voté ensemble sur les questions européennes. Mais seulement maintenant, les questions des référendums sont derrière nous. Il n'y a plus d'un côté la France du oui, la France du non. Nous sommes aujourd'hui profondément européens et comme nous sommes profondément européens et profondément amoureux de l'Europe, nous avons le droit également d'être profondément exigeants vis-à-vis de l'Europe. C'est aussi le message de cette campagne, mes amis. Et être profondément exigeant vis-à-vis de l'Europe, cela veut dire aussi être profondément respectueux des Français dans cette campagne. Et être respectueux des Français dans cette campagne, c'est prendre des engagements clairs pour l'élection européenne et pour le mandat qu'accompliront les députés européens de notre mouvement. La première des choses, c'est qu'il était important d'être unis, de savoir se réunir. Et voilà pourquoi tout le mouvement populaire est rassemblé dans cette élection. Et que nous avons voulu et que nous avons su faire, et je voudrais les saluer, nos amis du Nouveau Centre qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent dans cette campagne. Que ce soit également la gauche moderne, que je remercie de sa participation, ou que ce soit les progressistes, parce que nous avons su nous unir, nous saurons plus facilement que d'autres faire l'union au niveau européen et savoir gagner ensemble. Voilà aussi l'enjeu du rassemblement qui était si essentiel pour nous. La deuxième chose, c'est qu'en politique, il faut de la clarté. Et tous les engagements que nous avons pris, nos candidats vont les signer dans cette campagne. Tous les engagements que nous avons pris, vous les connaissez. Mais je vous demande de les porter. Je vous demande de les répéter. Le premier engagement que nous avons pris, c'est tout simplement de dire que l'Europe a besoin d'une identité, que l'Europe a besoin de frontières et que dans ces conditions, c'est clair, nous disons non à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Certains nous disent, vous avez choisi d'en parler dans la campagne européenne. N'ayons pas la mémoire courte. Qu'est-ce qui s'est passé juste à la fin du sommet de l'OTAN? Le président américain nous a dit qu'il faudrait que la Turquie soit dans l'Union européenne. Et nous avons indiqué, le président de la République l'a dit aussitôt, clairement et fermement, la Turquie n'a pas vocation à intégrer l'Union européenne. Voilà comment ce sujet est revenu dans l'actualité. Et les mêmes qui nous reprochent d'en parler auraient été les mêmes à nous reprocher de ne pas en parler. Un peu de cohérence ne ferait pas de mal à certains observateurs, tout simplement. Mais je vais vous dire pourquoi cette position sur la Turquie. La Turquie est un grand pays. Et je pense que nous avons tout intérêt à permettre aussi à la Turquie de faire des réformes. C'est l'intérêt de tous. Mais la voie pour la Turquie, c'est justement le partenariat privilégié avec l'Union européenne, pas l'intégration dans l'Europe. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte, certainement. Mais il y en a une qui ne ment pas. C'est la question de la géographie. Regardez bien une carte du monde, une carte de l'Europe et de l'Asie. La Turquie n'est pas en Europe, la géographie n'évoluera pas, la position française n'évoluera pas. C'est non aujourd'hui, demain et après-demain à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Tout simplement. Tout simplement. Le deuxième engagement que nous prenons, et c'est un engagement qui résonne plus fort encore dans cette grande région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, c'est la question de l'emploi et de l'avenir de nos industries. Nous l'avons dit pendant la campagne en 2007 et nous cessons de le répéter aujourd'hui. Nous avons besoin, nous avons envie de protéger nos emplois, de protéger nos industries, de protéger nos ouvriers et nos salariés. Nous n'imaginons pas un seul instant une France et une Europe sans usines et sans emplois. Voilà aussi le sens de la campagne qui est la nôtre. Parce que ne perdons pas de vue que ceux qui nous disent parfois qu'on peut laisser partir les emplois, qu'on peut garder les centres de recherche se trompent. Tous les pays qui ont laissé filer leurs usines ont laissé filer dans un premier temps les postes
de salariés, d'ouvriers, mais au final ont tout perdu. Jamais nous ne laisserons partir les emplois et les industries de cette belle région, de notre pays et de l'Europe. Voilà aussi ce pourquoi nous vous demandons les uns et les autres de vous battre. Ça veut dire aussi prendre un autre engagement, celui de la préférence communautaire. La préférence communautaire, ça n'est pas un gros mot. La préférence communautaire, ça veut dire aussi faire le choix de l'Europe et des produits européens. Et ça n'est pas du protectionnisme. Mais seulement on a le droit également de ne pas pécher par excès de naïveté en politique. Vous avez aussi des continents entiers, je pense à une partie de l'Asie, je pense aussi à l'Amérique qui n'hésite pas, quand il le faut, à savoir non seulement protéger leurs intérêts, mais de savoir aussi se protéger. Il y a des négociations importantes de par le monde, notamment les négociations de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Ça fait longtemps que c'est en discussion. Et on semble parfois nous dire qu'il faudrait signer tout de suite. Je le dis très clairement, s'il s'agit de signer un accord à l'OMC qui met en péril, par exemple, notre agriculture ou les intérêts européens, on a le droit de garder son stylo dans la poche et de ne pas signer. Oui, on a le droit aussi de faire protéger l'Europe et de savoir nous protéger. Là aussi, c'est une question de respect de nos engagements. Jean-Louis Borloo l'a expliqué mieux que personne avec la passion qui est la sienne. Nous prenons aussi l'engagement de favoriser un autre modèle de croissance, parce qu'on peut marier à la fois l'économie et l'environnement, et la croissance verte, c'est à la fois une façon de respecter et de protéger les générations futures, mais c'est aussi une façon de créer de nouveaux emplois. Voilà pourquoi la croissance verte que porte Jean-Louis de façon formidable sur le plan national, c'est aussi un bel avenir pour l'Union européenne, et c'est aussi ce sur quoi s'engage l'ensemble de nos candidats aux élections. Un autre engagement est important, et je le dis devant Natacha Bouchard, que je remercie à la fois de sa présence et de son courage à Calais. Merci Natacha. C'est la question de l'immigration. Brice Hortefeux a su faire adopter un pacte pour l'immigration qui dit une chose très simple. Il faut savoir également imposer une immigration contrôlée, une immigration qui soit régulée pour l'ensemble des pays de l'Europe. Ce pacte a été signé par tous les pays. Un pacte signé, c'est bien. Un pacte appliqué, c'est beaucoup mieux. Nous nous engageons à faire appliquer dans tous les pays de l'Union européenne le pacte pour l'immigration, pour savoir également protéger nos frontières et refuser l'immigration clandestine. Il y a des responsabilités européennes, Natacha, et il y a aussi des responsabilités nationales. Et je voudrais saluer aussi l'engagement d'Éric Besson, qui est venu sur place et qui l'a dit et qui le fera, de mettre aussi un terme à cette jungle qui ne permet pas aujourd'hui aux habitants du Calaisis d'avoir droit à la tranquillité à laquelle, bien évidemment, ils peuvent aspirer. Voilà un certain nombre d'engagements que nous prenons. Et il y a aussi un autre engagement auquel je tiens particulièrement. Avec Éric Woerth, avec d'autres, ce n'est pas notre première campagne des élections européennes. Et à chaque fois, quand on mène campagne, on nous dit « tout ça c'est très bien, mais est-ce que vous allez vraiment le faire ?» Et pourquoi, bien souvent, certains députés européens français ne sont pas les premiers dans les palmarès? Pourquoi on nous dit que d'autres nations sont beaucoup plus présentes à Bruxelles et à Strasbourg? Le message a été bien reçu, parce qu'il ne s'agit pas de laisser faire ou de laisser dire le moindre poujadisme ou le moindre anti-parlementarisme. Voilà pourquoi nous en avons parlé avec les candidats, et pas seulement avec les têtes de liste. Et je le dis au nom de Dominique Riquet, au nom de Tokia Saïfi, au nom de Jean-Paul Gauzès et de Pascal Grunier, de tous les colistiers qui sont ici présents, ils l'ont dit, ils se sont engagés et ils vont aussi l'écrire. Les députés européens français s'engagent à siéger à chacune des sessions du Parlement européen. Ça aussi, c'est la moindre des choses. Et ça aussi, c'est une question de respect. Si vous votez pour nous, il est quand même normal que l'on vote pour vous à chacune des sessions du Parlement européen. Voilà aussi un engagement essentiel. Comme il est normal, quand on est député européen, d'ouvrir une permanence dans cette grande région pour savoir comment on peut vous contacter et savoir aussi comment on rendra des comptes. Ouvrir une permanence, tenir des permanences, ça fait aussi partie des engagements qui sont ceux de nos députés européens. Et nous sommes les seuls à prendre cet engagement. Parce que comme vous, je ne veux plus que l'on dise que les députés européens sont invisibles. Un député européen, c'est aussi important qu'un parlementaire national. Je le dis devant les députés et les sénateurs. Alors oui, nous prenons, nous aussi, cet engagement. Nous sommes les seuls à prendre un tel engagement, mes amis. Mais c'est une question de respect, comme je viens de le dire. Et je le dis aussi
aux députés européens sortants qui sont là, ils le savent, que ce soit vis-à-vis de Tokia, que ce soit vis-à-vis de Jean-Paul. Ce sont de bons députés européens sortants, autrement ils ne seraient pas sur les listes du mouvement populaire. Mais seulement aujourd'hui, il y a une autre exigence vis-à-vis de l'Europe. Parce qu'il y a à la fois une crise sans précédent, et on nous demande d'en prendre la mesure, et nous avons pris la mesure de cette crise, mais il y a eu aussi la présidence française de l'Union européenne, qui montre bien qu'aujourd'hui, on doit agir différemment. Et ce que je veux vous dire, c'est que comme nous sommes profondément européens, nous avons le droit aussi d'exiger davantage de l'Europe. Un exemple. Vous avez aujourd'hui, pour les salariés qui sont frappés par des reconversions industrielles, un outil européen, le Fonds d'ajustement à la mondialisation. Ce Fonds d'ajustement à la mondialisation, il a aujourd'hui 1 milliard d'euros disponibles. Est-ce que vous savez combien ont été réellement utilisés? 67 millions d'euros seulement. Et alors qu'on a besoin aujourd'hui d'argent pour permettre à des salariés de retrouver un emploi et de se reconvertir, j'aime l'Europe, j'aime une Europe qui protège, mais je ne veux pas d'une Europe qui laisse dormir près d'1 milliard d'euros dans les tiroirs alors qu'on en a besoin. Voilà aussi ce que je vous demande de changer, de modifier, d'améliorer, parce que ça, c'est au service de l'ensemble des ouvriers et des salariés de l'Europe. Voilà sur tous les sujets que je viens d'évoquer, voilà ce sur quoi je souhaite qu'il y ait des engagements. Alors on nous dit aussi, dans cette Europe qui se dessine, que la France doit compter. Oui, c'est vrai. Cette élection symbolise le retour de la politique en Europe. Et elle symbolise aussi, à mon sens, le retour de la France en Europe. Parce que la France compte énormément et que nous avons besoin d'envoyer un maximum de députés européens à Strasbourg. Plus nous aurons de députés européens, du mouvement populaire, du nouveau centre, de la gauche moderne et des progressistes, plus nous compterons et plus nous pourrons retrouver l'enthousiasme et l'énergie de la présidence française de l'Union européenne. Alors, j'ai bien conscience de faire cette réunion ce soir, comme on dit chez moi en Picardie, à la maison. Et c'est vrai que quand vous regardez bien, les ministres qui sont ici présents, mon cher Michel, on connaît ta belle région, et je vais aussi te parler un petit peu de la nôtre. Que ce soit Bruno Le Maire qui est là, que ce soit Valérie Létard, que ce soit Éric Woerth, nous sommes tous des Picards, des habitants de la Haute-Normandie, de la Basse-Normandie ou du Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes très heureux, Marc-Philippe, de vous retrouver les uns et les autres. Parce qu'on est en train aujourd'hui de montrer que cette grande région, que cette euro-région, elle compte, qu'elle a su bénéficier des avancées et des avantages de l'Europe et que nous voulons, nous aussi, apporter notre contribution à la victoire pour ces élections européennes. Je voulais le dire à Michel, à l'animateur national de cette campagne, qui fait un travail remarquable et qui fait un travail remarquable avec à ses côtés un jeune homme à qui je voudrais demander de venir sur scène. C'est Franck Riester, c'est l'animateur national de la campagne européenne. Un jeune député de Seine-et-Marne qui montre bien que le talent n'attend pas le nombre des années dans notre formation politique et qui fait un travail formidable. Et je voudrais le dire à Michel. Michel que je connais depuis bien longtemps. Cet Européen à la fois convaincu et convaincant. Il symbolise l'engagement européen depuis tout le temps. Mais il symbolise aussi cette exigence et le retour du politique sur la scène européenne. Michel Barnier, le travail qui est fait est remarquable et l'on sait qu'avec toi, la France pourra compter sur un représentant de talent à Bruxelles et à Strasbourg. Je le disais, j'ai bien conscience que cette réunion ce soir se passe à Lille. Et que si la réunion se passe à Lille, moi, je n'ai pas l'intention de perdre du temps à parler des autres. Surtout que les autres, comme ils ne parlent pas d'Europe, eh bien, on n'a pas besoin de parler des autres listes. Mais quand même, j'ai bien conscience qu'on est dans la ville qui, pour l'instant, a comme maire Martine Aubry. Et je pense quand même qu'il est important de montrer la différence dans cette campagne européenne entre notre campagne et la campagne des socialistes. Sur tous les sujets, nous sommes clairs. Sur la Turquie, je l'ai été tout à l'heure, comme le sont nos candidats. Sur la position du Parti socialiste sur la Turquie, si vous avez compris la position de Madame Aubry, faites-moi signe, parce que moi, j'ai rien compris. La position, elle est a priori pas favorable, mais on attendra de voir ce que donnent les négociations pour savoir si à la fin, c'est oui ou c'est non. Je vous le répète, pour nous, c'est non, aujourd'hui, demain et après-demain, pour le Parti socialiste. C'est toujours pas clair. Il y a aussi un autre sujet sur lequel je voudrais m'expliquer. Vous m'avez peut-être entendu à différentes reprises dire que le Parti socialiste n'avait aucune idée pour l'Europe. Je me suis trompé, mes amis.
Parce qu'entre-temps, j'ai reçu le projet du Parti socialiste pour les élections européennes. Certains vont me dire, ils sont pas pressés, c'est pas vrai. Comme elle est à 35 heures, il est normal qu'elle n'ait pas produit le travail plus tôt. C'est vrai. Mais il y a en définitive, quand vous cherchez bien, il y a une proposition socialiste pour l'Europe. Elle figure noir sur blanc, elle figure en toutes lettres. Pour le Parti socialiste, il faut augmenter le budget de l'Europe avec des ressources propres. Traduit en bon français, ça veut dire que le Parti socialiste est pour la création d'un impôt européen. Voilà aussi une vérité, et une vérité que je vous demande de rapporter. Parce que pour notre famille politique, il n'est pas question d'augmenter les impôts en France, et pas question de créer un impôt européen. Alors j'ai même vu que le Parti socialiste avait décidé de lancer une campagne pour faire connaître son projet. Le titre de la campagne, ça s'appelle « Passe à ton voisin ». Eh bien moi, je vais vous demander de participer à cette campagne d'une certaine façon du Parti socialiste. Le PS est pour la création d'un impôt européen. Passe à ton voisin. Je pense que ça ne fera pas de mal dans cette campagne, qu'on joue la clarté et que vous puissiez vous aussi relayer la réalité et la vérité des projets du Parti socialiste. Nous sommes à 10 jours. Nous sommes à 10 jours du scrutin du 7 juin. Nous ne nous sommes pas trompés d'élection. C'est une élection à la proportionnelle. C'est une élection à un tour. Et ce qui compte dans cette élection, c'est la mobilisation. Ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas bercer, ne vous laissez pas berner par les sondages. Les sondages nous donnent en tête, les sondages ne font pas l'élection. Il n'y a que votre mobilisation aux uns et aux autres qui fera l'élection et qui fera le succès de nos listes le 7 juin en un seul tour. Nous ne nous sommes pas trompés d'élection. Au départ, le Parti socialiste a commencé à dire que cette campagne était une campagne contre le président de la République. Mais l'antisarkozisme primaire, ils le font depuis 2 ans, matin, midi et soir, et l'on voit bien que même leurs électeurs leur reprochent d'être tout le temps critiques et de ne savoir jamais rien proposer. Alors ils nous ont dit, mais on va parler de politique nationale. Et moi je l'ai dit, chiche. Vous voulez parler de la politique nationale? Cela veut dire que vous voulez parler des 2 ans d'action du président, de François Fillon et de son gouvernement. Ça veut dire que vous voulez montrer que pour une fois, les promesses faites ont été des promesses tenues. Non seulement, mes amis, ça ne me dérange pas, mais en plus, dans ces conditions, ça m'arrange. Voilà pourquoi le débat a tourné court. Et Marc-Philippe Daubresse et Thierry Lazaro pourraient en porter témoignage. Cet après-midi, nous sommes allés dans l'île voir des restaurateurs. Et ceux-là nous ont indiqué que depuis 7 ans, ils ne croyaient plus que la baisse de la TVA dans la restauration verrait un jour le jour. Ils ne pensaient plus que cette baisse de la TVA serait justement adoptée et votée. Et pourtant, c'est le cas au 1er juillet. Et ce que nous avons voulu faire avec cette mesure, c'est permettre que certains prix baissent, peut-être. Ils nous l'ont dit qu'ils le feraient. Très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'avec la baisse de la TVA dans la restauration, on va pouvoir maintenir des emplois et créer de nouveaux emplois dans un secteur qui n'est pas délocalisable. Oui, je veux des emplois pour nos jeunes et des emplois qui restent ici. Voilà justement ce que permet d'apporter la baisse de la TVA dans la restauration. Et je voudrais aussi le dire, parce qu'à certains moments, on entend des listes, je ne sais pas si on les appelle des listes contestataires ou des listes protestataires. Vous savez, celles qui disent non à tout en Europe. Mais ceux qui râlent beaucoup, ceux qui critiquent beaucoup, ceux qui sont en dehors de l'Europe, jamais ils n'auraient obtenu la baisse de la TVA dans la restauration. Nous qui sommes au cœur de l'Europe, nous qui sommes exigeants, nous avons pu obtenir la baisse de la TVA dans la restauration. Voilà toute la différence entre ceux qui râlent et ceux qui critiquent, et ceux tout simplement qui agissent et qui réussissent. Cette campagne maintenant, je vais être très franc avec vous, elle dépend entièrement de vous. Les candidats ont leur part. Les ministres ont leur part, les parlementaires, les élus locaux ont leur part. Mais mes amis, si vous regardez bien dans votre poche, c'est vous qui avez la clé du succès du 7 juin. Parce qu'à partir de maintenant, soit vous estimez qu'en venant à cette réunion, vous avez fini votre campagne, soit vous décidez à partir de ce soir de mettre les bouchées doubles. Soit vous avez décidé de faire en sorte que les sondages d'aujourd'hui sont même en deçà du résultat du 7 juin. Et pour cela, nous avons besoin de votre engagement en permanence. Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Si vous le voulez, vous pouvez non seulement nous placer en tête, mais nous permettre de réussir cette campagne européenne. Et ça sera aussi une façon, parce que vous êtes très nombreux ce soir, d'apporter également votre soutien à Nicolas Sarkozy. C'est pour cela que vous êtes aussi nombreux ce soir. Disons les choses clairement.
parce que le mouvement populaire, c'est le mouvement du président. Et que ceux qui, voilà 2 ans, ont voulu que la France change en votant pour Nicolas Sarkozy, veulent aussi que l'Europe change et de prolonger l'action de Nicolas Sarkozy pendant la présidence française de l'Union européenne. Alors à partir de ce soir, que ce soit vos proches, que ce soit vos voisins dont je parlais à l'instant, que ce soit vos relations, vous avez la possibilité d'amplifier la dynamique de la campagne des européennes. Alors je vous le demande du fond du cœur, je vous demande de vous mobiliser comme jamais et je veux vous dire tout simplement, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour montrer que la France est de retour en Europe. Nous avons besoin de vous pour montrer que la politique est de retour en Europe. Grande région Nord-Pas-de-Calais, je tiens à vous le dire, avec la Basse-Normandie, avec la Haute-Normandie, avec la Picardie, nous avons besoin de vous pour réussir le 7 juin et pour faire réussir le président de la République. Merci à vous tous, nous comptons sur vous.